Afrique. Les Guinéens se sont rendus aux urnes dimanche dernier pour les élections locales après 13 ans d'attente. Les enjeux de ces élections et l'avenir politique en Guinée, c'est le thème de cette nouvelle édition de Washington Forum. Dans l'attente des résultats, la tension monte, les enjeux dépassant le contexte local. Alors, quels sont les enjeux de ces élections? La vague de contestation suite aux accusations de fraude et les violences post-électorales sont-elles le signe d'une crise de confiance entre la population et l'élite dirigeante? La Guinée est-elle sur la bonne voie pour organiser la prochaine élection présidentielle en 2020? Autant de questions que nous allons aborder dans Washington Forum. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Les élections communales qui devaient avoir lieu en 2010 ont été maintes fois reportées, tantôt pour des motifs financiers, tantôt à cause de l'épidémie d'Ebola. Sous la pression de la rue, un accord entre le pouvoir et l'opposition scellé en 2016 a permis au peuple de voter dimanche dernier. Cependant, des violences post-électorales ont éclaté dans certaines parties du pays alors que les résultats définitifs sont attendus ce vendredi. Des citoyens crient à la fraude. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, elle, se veut rassurante. Un reportage de Tierne Ousmane Diallo. L'attente des résultats définitifs des élections communales tourne au vinaigre dans certains quartiers de Conakry. Des manifestations ont opposé forces de l'ordre et militants de l'opposition qui soupçonnent des manœuvres de fraude. Dans les communes de Matam et de Ratoma, la circulation est restée longtemps paralysée, tandis que dans les préfectures de Dinguira et Kindia, un premier bilan fait état d'au moins 6 morts suite aux violences politiques. À la Commission électorale nationale indépendante, on assure que toutes les dispositions sont prises pour garantir la crédibilité des résultats. Au niveau de la commune de Matam, le déroulement des opérations s'est très bien passé. Le seul problème qu'on a eu, c'est un incident qui peut arriver, c'est le transport des procès-verbaux au niveau de la commune, c'est-à-dire au niveau de la commission de réception, qu'une marée humaine est venue s'emparer de ces procès-verbaux et puis des urnes pour les saccager. Mais heureusement, nous avons des PV. Pendant ce temps, dans les sièges de communes sous haute surveillance, observateurs, délégués des partis politiques et de la CENI procèdent à la centralisation des résultats. On a fini le dépouillement et sont sur les calculs de pourcentage. La grande partie est déjà faite, il ne reste que 5 ou 6 quartiers maintenant à faire. Après cela, on passera à la proclamation des résultats provisoires. Les résultats définitifs devraient être communiqués par la CENI avant la fin de la semaine. Ces élections communales et communautaires représentent un enjeu majeur pour les Guinéens qui vont bientôt connaître les 314 dirigeants de leur commune. Moi, j'appellerais à la classe politique et à certains acteurs du processus de mettre la balle à terre et de ne pas crier victoire. Il faut attendre d'abord les résultats donnés par la CENI pour ne pas éveiller certains mauvais esprits. Si ces résultats créent autant de tensions, c'est aussi parce qu'ils vont être déterminants dans l'évaluation du poids politique des partis en présence. Au dernier trimestre de 2018, les Guinéens iront à nouveau aux urnes, cette fois pour renouveler leur Assemblée nationale et se préparer pour 2020 qui marquera la fin du mandat du président Alpha Condé. Alors, plusieurs invités pour nous accompagner en direct de Conakry. Au téléphone, le ministre porte-parole du gouvernement, Albert Damantan Camara. Du studio de la VOA à New York, Sano Dossou Condé, activiste guinéenne. Également à New York, Ibrahim Baldé, administrateur de Médias d'Afrique et animateur radio qui a couvert et suivi de près ces élections. Via Skype, Kamissa Camara, directrice Afrique Partner Global et analyste politique. Et avec moi sur notre plateau, dans la capitale américaine, Edouard Abba, président du conseil municipal de Hyattsville, non loin de Washington. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, en amont de ces élections, il y a eu la création d'une unité de sécurisation, l'UCEL. Le bilan des affrontements post-électoraux fait état de 7 morts,
Dans quelles circonstances ces civils sont morts, monsieur le ministre? Les premières informations qui nous parviennent font état de règlements violents à Dinguiraï, donc dans des maisons, des militants d'un parti qui sont allés brûler des maisons d'un autre militant et qui auraient entraîné la mort de cinq enfants, 5 nourrissons qui étaient dans cette maison, et un autre à Kindia et un autre également à Ratoma, dans la commune de Ratoma, lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Où était cette force de sécurité, monsieur le ministre? Elle était présente lorsque elle a été appelée. Bien entendu, elle intervient lorsque les incidents se produisent. Elle est présente à certains endroits sensibles qui nécessitent une présence préventive. Et à certains endroits, elle ne peut intervenir que lorsque, malheureusement, des incidents surviennent pour éviter qu'ils ne dégénère et qu'il ne soit beaucoup plus grave. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui se serait passé si cette force n'était pas présente. Alors Ibrahim Baldé, vous aviez un réseau d'une quarantaine de reporters déployés dans tout le pays pour faire le point sur ces élections. Comment se sont déroulées ces élections et qu'est-ce qui a attiré votre attention? Bon, dans l'ensemble, selon ce que nous avons reçu de nos reporters envoyés sur le terrain, tout s'est passé très bien le jour de l'élection, mais il faut déplorer que... je dirais que nous avons déployé des reporters un peu partout en Guinée, à travers les 4 coins du pays. De nos reporters sur le terrain, tout s'est bien passé dans le calme, malgré que, disons, il y a eu quelques cas d'intimidation un peu partout, disons, à Mandiana et à Kouroussa, on nous a fait cas, mais pour ce qui concerne la majorité des reportages que nous avons reçus, tout s'est bien passé. Maintenant, ce qui a attiré mon attention, peut-être m'a surpris même, c'est la participation des Guinéens le jour des élections, parce que le taux qui nous a été reporté, en tout cas varié de 40 à 50%, ce qui est une nouveauté. Et aussi, nous pensons, en tout cas, il y a eu, si vous voulez, à mon entendement, un ras-le-bol de la population, des citoyens face aux politiques. Justement, donc les gens sont fatigués de la politique politicienne. Oui, justement. Edouard Rabat, les Guinéens vont-ils accepter les résultats malgré les accusations de fraude lancées par l'opposition? Je pense que les Guinéens sont acquittés de leur devoir, au moins ceux qui ont voté. Maintenant, il reste à savoir si la CENI va réussir à convaincre la population pour dire effectivement vos voix ont été calculées comme elles ont été votées. Donc c'est un peu là la question qui se pose. L'opposition crie à la fraude, le gouvernement aussi, disons la mouvance présidentielle, crie à la fraude dans certains endroits. Donc il revient à la CENI de réussir à convaincre les acteurs pour dire effectivement nous avons fait un travail clair, un travail transparent, voici les résultats. Et disons, c'est là le point clé de comment la CENI va gérer cette étape qui va déterminer la suite, la réception ou non-réception de ces résultats. Kamissa Camara, revenons sur cette liste de candidats exceptionnels, près de 30 000 candidats. Quelle pourrait être la grosse surprise de ces élections? Alors, je ne sais pas s'il faudrait parler de surprise. Je pense qu'il faudrait simplement garder à l'esprit que les élections locales ou municipales sont des élections de proximité, ce qui fait que la population est généralement très intéressée à aller voter pour des personnes qu'elle connaissent personnellement. Et ces personnes-là, surtout en Guinée, sont en charge de la mise en œuvre de la politique locale de développement. Encore une fois, ce sont des personnes que les électeurs eux-mêmes connaissent. Donc, ils veulent s'assurer effectivement que les personnes pour lesquelles ils votent soient notamment élues et soient en charge de mettre en œuvre d'assurer leurs intérêts au niveau local. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de grandes surprises, mais je serais quand même très intéressée de savoir comment est-ce que la CENI, qui est l'organe de gestion des élections, gérera toutes les allégations de fraude autour de ces élections locales. Madame Dossou Condé, on a vu l'émergence de listes indépendantes. Aminata Touré en fait partie. C'est la fille du premier président de la Guinée, Feu Ahmed Sékou Touré. Pouvez-vous nous faire un commentaire à ce sujet?
Avant d'aborder le sujet, j'adresse toutes mes condoléances aux Guinéens et ces femmes qui ont perdu leurs enfants. Ce n'est pas une surprise, madame, du fait, vous venez de dire que c'est la fille du premier président de la République de Guinée. Ça me rappelle un peu Benazir Bhutto au Pakistan ou bien Bachelet, comment ça s'appelle. Voilà. Elle mérite. C'est une grande femme battante, une grande entrepreneuse et qui a été toujours avec la communauté. Elle était avec le peuple. Je la félicite. Au mieux, c'est une façon de dire au gouvernement actuel que nous sommes fatigués. Nous sommes très fatigués. Et pour moi, cette élection n'a prouvé que ça, le ras-le-bol du bas peuple vis-à-vis de ses gouvernants. Ça, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez vos réactions sur les propos de Mme Condé? Pas spécifiquement. Il est évident que... Bon, j'ai quand même analysé, vu la faiblesse du taux de participation relative, hein, bien entendu, faiblesse relative, j'ai pris le soin de consulter les résultats de taux de participation dans d'autres pays sur des élections communales, et notamment celle de Guinée en 2005. Je crois que les taux sont sensiblement les mêmes. Je crois qu'effectivement, dans la difficulté d'avoir à désigner nommément pour qui on vote, qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à la difficulté de faire comprendre aux citoyens, par exemple, que ce n'est pas parce qu'un parti est arrivé en tête en termes de suffrage que c'est forcément un de ses membres qui sera élu maire, puisqu'il y a des alliances qui peuvent se faire et c'est le nombre de conseillers qui est dit le maire. Donc il y a quand même un mécanisme qui n'est pas forcément perçu par les populations et qui fait que la participation a été faible. Ensuite, il est évident que la flambée des candidatures des listes indépendantes et le succès relatif de certaines d'entre elles prouvent effectivement que la population a peut-être moins confiance en la classe politique actuelle et qu'il faut que chacun se remette en cause pour voir comment mieux adresser les problèmes des populations. Donc c'est des leçons à tirer, mais je crois qu'il est encore un peu tôt pour les tirer. Les derniers résultats ne sont pas encore en cours et ne sont pas encore centralisés et les analyses doivent se faire à froid. Je crois que c'est un peu tôt, mais il est évident qu'il y a quand même un désenchantement par rapport à la classe politique. Il faut être capable de le reconnaître et de tirer les conséquences. Et ensuite, il y a peut-être une appréciation un peu approximative du mécanisme et de l'intérêt et des enjeux liés à ces élections par les électeurs. Madame Dossou Condé, vous avez dit que vous êtes fatiguée, mais et quel est votre point de vue sur l'opposition guinéenne? À nos jours, moi, je n'accuse pas réellement l'opposition guinéenne dans cette élection. Vous serez déçus. Parce que l'implication de l'administration, de tous ces fonctionnaires qui ont fermé leur bureau pour aller faire campagne au nom du président, ça c'est des méthodes que nous avions combattues dans l'opposition en face du général Lansana Conté, et qu'on se mette à répéter les mêmes choses, c'est vraiment une déception. Et malheureusement, ils n'ont même pas été. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans un village où on envoie 160 000 francs à tout un village. Quand ils ont reçu, il semblerait 2 milliards, chacun de tous, pour aller faire campagne. Le ras-le-bol est parti de là. Moi, cette fois-ci, je n'accuserai pas l'opposition. J'accuse la mouvance. Donc, coup de projecteur. Avec leur implication. Coup de projecteur justement sur la population suite aux élections locales. Quelles sont leurs réactions à Conakry? Notre correspondante Zakaria Kamara a recueilli les impressions de la population. Pour moi, cette année-là, il y a eu beaucoup de monde qui n'ont pas voté. Parce que bon, tu votes pas, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils vont faire. L'élection communale de nos élus locaux a eu une importance pour nous. Mais dans le cadre de ces élections, je souhaiterais qu'on préserve la paix, surtout la paix, et que, après les élections, le résultat qui s'étoile et que soit accepté par tout le monde. Mais les gens sont dessus. Il y a trop de mensonges, quoi. C'est pourquoi les Guinéens n'ont pas été mobilisés cette fois-ci pour aller au vote. Ils n'ont qu'à essayer de voir ce qui est plus mieux pour ne pas créer des sangailles, la perte des vies humaines. Ils n'ont qu'à essayer de voir l'union pour qu'on puisse asseoir le maire très bien sans avoir des problèmes ou bien des difficultés comme ça. La CENI ne veut pas donner les résultats, les vrais résultats, je veux dire,
l'expression du peuple. C'est ça le vrai problème. Donc je conseille à la CENI de se prononcer le plus vite possible, donner les vrais résultats qui sont sortis des urnes. Ibrahim Baldé, comment expliquer le peu de mobilisation des Guinéens, comme on vient de le voir sur ces réactions? Je crois que Mme Doussou-Kondé vient de le rappeler aussi. C'est un ras-le-bol des citoyens guinéens face aux politiques. Et je dirais même, je me félicite du fait que le ministre, son Excellence, vienne tout de suite de reconnaître que ce faible taux est dû à un ras-le-bol. Alors, nous pensons que le fait que le gouvernement a excellé dans les promesses non tenues en est une première cause. Mais aussi, il faut reconnaître que l'opposition est divisée en son sein. Il y a des querelles intestines. Vous verrez que pendant ces élections, il n'y a pas eu de coalition. Et on verra les jours à venir, ce sera très difficile entre eux parce que chaque fois que aussi il y a eu question de poste ou question d'argent, l'opposition a excellé dans les querelles. Donc des deux côtés, les populations sont fâchées, sont révoltées. Elles ont préféré rester à la maison que de sortir voter. C'est ce que je pense. Est-ce un avertissement pour les partis politiques, Kamisa Camara? Sans doute. Je sais que depuis 2010, depuis les élections présidentielles de 2010, il y a eu des centaines de manifestations de l'opposition et l'opposition qui tire sur le parti au pouvoir et le parti au pouvoir qui tire sur l'opposition, des tiraillements sans cesse. Les élections législatives, on a vu le même scénario avec l'opposition qui crie à la fraude, le parti au pouvoir qui se tiraille. Donc en fait, ce ras-le-bol que les différents on a même envie de dire que les Guinéens ont bien raison d'avoir ras-le-bol. C'est vrai que la scène politique a été quand même mouvementée, mais mouvementée pas dans le bon sens. On a eu des manifestations, des violences, des morts, et à chaque scrutin, on fait face au même scénario. Donc, la grande question maintenant, c'est de savoir est-ce que les politiques guinéens sont à même de résoudre ou de répondre aux besoins de leurs citoyens. Est-ce qu'ils ont adopté ou ils adoptent un comportement qui est responsable et qui permet aux citoyens guinéens de leur faire confiance? Je n'en suis pas très sûre. Donc nos téléspectateurs ont réagi en ligne, 2 commentaires Facebook. Tierno Ibrahim Diallo de l'Abbé en Guinée, tout le monde sait qu'il y a eu des fraudes. Personnellement, je suis pour les dénonciations, mais je suis totalement opposée aux manifestations, car ici en Guinée, qui dit manifestation dit également répression. Il va y avoir des morts et des blessés, des familles seront endeuillées et ça n'aboutit à rien. Willy Luambo Nondji de Lumumbashi en RDC, les partis politiques et la commission électorale doivent sensibiliser le peuple pour atteindre un taux de participation considérable pour que la population sanctionne ceux qui ont mal géré le pays. On marque à présent une courte pause. Washington Forum revient avec un décryptage de la situation politique, économique et sociale en Guinée. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum s'est allé au-delà de la nouvelle. Une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de Washington Forum. Raissa Girondin, en votre compagnie, nous retrouvons nos invités en direct de Conakry en Guinée. Au téléphone, le ministre porte-parole du gouvernement Albert Damantan Camara. Du studio de la VOA à New York, Sano Doussou-Kondé, activiste guinéenne. Également à New York, Ibrahim Baldé, administrateur de Médias d'Afrique et animateur radio. Via Skype, Kamisa Camara, analyste politique. Et avec moi sur ce plateau, Edouard Rabat, un analyste guinéen qui est aussi un élu local dans l'État du Maryland. Monsieur le ministre, la Guinée est un pays qui revient de très loin. Pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte les élections locales ont dû être reportées ?
Écoutez, je vous ai entendu en début de reportage dire que c'était pour des problèmes de financement, c'était également dû à Ebola, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Il y a également des réformes législatives qu'il a fallu mener parce qu'il y avait une très forte contradiction entre ce que disait la Constitution, un certain nombre de textes relatifs à la gestion des collectivités locales et le code électoral lui-même. Et à la faveur d'un certain nombre de rencontres et de dialogues entre l'opposition, la mouvance et les différents acteurs concernés, des actions ont été entreprises pour modifier ces textes, les adapter à la réalité du terrain, même si parfois nous n'avons pas rencontré l'assentiment de tous les acteurs politiques. Par exemple, l'UFR n'est pas d'accord sur une certaine modification de ce code électoral. Bon, pour des raisons qui leur sont propres, je ne saurais les rappeler ici, mais voilà, ça n'a pas fait l'unanimité, mais la majorité a opté pour une modification d'un certain nombre de textes. Donc tout ceci a concouru à retarder la tenue de ces élections locales. Edouard Rabat, un commentaire à ce sujet? Bon, je dirais que l'argument selon lequel les textes de loi n'étaient pas, disons, adaptés à la réalité, c'est vrai, on peut en débattre, mais il est vrai que depuis 2006, nous vivons sans élection locale à la base. Donc, on part d'accord politique en accord politique. Il y a eu les élections, disons, des députés sur la base de ces mêmes textes qui ont été révisés en 2010. On a vu l'élection du président lui-même sur la base de ce même code électoral. Donc, revenir nous dire que pour les élus locaux, il fallait forcément revoir ces tests, je pense que c'est un peu pousser l'enveloppe à ce niveau. Mais c'est vrai qu'il y a besoin, et même l'accord qui a été retenu, je pense, se prête à interprétation parce que nous avons perdu des acquis démocratiques avec la révision ou bien l'accord qu'ils ont atteint en 2016, notamment ne plus élire les chefs des quartiers ou des districts par la population locale, mais des gens qui vont être nommés par les partis politiques en fonction des pourcentages obtenus au niveau des communes urbaines. Ce qui va en quelque sorte, disons, politiser tout le système. Il y a eu aussi, il y a eu la crise Ebola qui a frappé le pays. Il y a eu aussi l'économie du pays qui a été bouleversée par le secteur minier. Kamisa Camara, comment se porte aujourd'hui l'économie guinéenne? Elle est en plein boom. L'économie a un taux de croissance de plus de 6% par an, ce qui est énorme. Vous pouvez d'ailleurs consulter les différents chiffres sur les sites du FMI, de la Banque mondiale, etc. Mais la Guinée est riche en minerais et notamment les exportations de bauxite et d'or permettent à l'État de se remplir les poches. Maintenant, est-ce que cette croissance permet à la population de se faire ressentir au niveau de la population, ça c'est une autre question. Mais l'économie guinéenne se porte très bien, elle est en plein boom. Donc vous avez dit riche, mais selon la Banque mondiale, 55% de la population guinéenne vit encore au-dessous du seuil de pauvreté. C'est un vrai challenge pour les décideurs politiques, Edouard Rabat? Et tout à fait. Je pense que le pays est riche, le pays est doté de tout pour que les Guinéens puissent s'épanouir. Mais il y a cette vision du gouvernement qui manque. Donc il faut un gouvernement qui puisse venir avec des plans de développement de la société guinéenne, avec que tous les Guinéens puissent bénéficier de cette richesse du sol et du sous-sol guinéen. On est riche, mais comment faire pour que cette richesse soit répartie par tous les Guinéens et que tous les Guinéens en bénéficient? Donc c'est la grande question qui attend tous les gouvernements guinéens. Madame Sano Dossou Condé, comment le gouvernement peut-il rendre la croissance du pays plus inclusive? Mais, ma chérie, c'est comme je reviens à mon frère Rabat. C'est en Guinée que l'actuel gouvernement s'enrichit au dia sous la barbe de tout le monde. Vous verrez, ministre, c'est un refus quand même et une crise d'autorité totale en Guinée. Vous verrez des ministres qui ont dit villas, qui ont... C'est-à-dire la richesse est dilapidée au détriment de la majorité. Et c'est ce qui a amené cette fois-ci à favoriser les indépendantistes pour dire au gouvernement guinéen que la corruption, le vol à ciel ouvert et tout ce que vous voyez là, les gens en ont marre.
Donc c'est difficile. La pauvreté de la majorité est organisée par le gouvernement actuel du professeur Alpha Condé et c'est visible. Mais vous avez été militante pour le parti au pouvoir, le RPG. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes écartée après du leader actuel? Bien sûr, parce que nous avions trahi tout ce qu'on a reproché aux autres. Je ne ferai jamais ce que j'ai reproché aux autres. C'est ça la vérité. Et malheureusement, tous ces gens que nous avions critiqués hier avec le régime de faim sont avec M. Alpha Condé et sont les décideurs du gouvernement du professeur Alpha Condé. Ça, c'est inacceptable. Monsieur le ministre, qu'il y a eu plein de morts pendant notre combat. Monsieur le ministre, il y a eu plein de morts. Et ceux qui nous torturaient à l'époque sont morts avec Alpha Condé. Le monsieur Brahma Condé était un grand acteur. Les Tatavieux, les Malik Sankon, là, ne citaient que ceux-là. Malik Sankon avait toute une équipe de troubadours au nom de Kozalak et Mozalak contre les militants du RPG à l'époque. Les Brahma Condé torturaient nos militants à l'époque. Monsieur le ministre, que ce soit... ridicule. Restez avec nous, on va en reparler juste après. Monsieur le ministre, que ce soit en Guinée ou sur le continent, lorsqu'il était à la tête de l'Union africaine, quelle réalisation concrète peut-on mettre à l'acquis du président Alpha Condé? D'abord, je veux contester, c'est évident, toutes ces accusations qui viennent d'être proférées à l'encontre de la gestion. Je crois que si ceci était vrai, la Guinée n'aurait pas gagné dans cet espace aussi court plus de 16 places à l'indice de perception de la corruption en améliorant sa place. Il y a encore beaucoup de choses à faire, je le conçois. On ne peut pas dire que tout est disparu en termes de corruption, de malversation, mais beaucoup d'efforts sont faits et la Guinée plus jamais ne reviendra comme en 2010 comme étant le pays le plus corrompu d'Afrique. C'est la même chose avec l'indice Mou Ibrahim de la bonne gouvernance. Donc, je crois qu'au-delà des procès d'intention, il y a des faits très simples, des indicateurs très simples qui indiquent les efforts qui sont faits pour moraliser la vie publique. Maintenant, sur les autres accusations, je laisse la responsabilité à ceux qui les faut faire. En termes de réalisation, je vous donne des exemples très simples. La Première République avait laissé 300 unités industrielles en Guinée. La Deuxième République, en 24 ans, on n'en a construit que 13, après avoir dilapidé les 300 qui existaient. En moins de 8 ans, on a mis 86 unités industrielles en place. Nous avons dépassé ce que la Guinée n'a jamais fait dans son histoire en termes de fourniture d'énergie avec la construction des barrages et ceux qui sont en train d'être construits, en termes de fourniture et d'appui à l'agriculture. Donc on pourrait citer des exemples à tout va. La question n'est pas là, parce que ceux qui veulent le croire le croiront, et ceux qui sont dans la contestation perpétuelle continueront à protester. Je crois que tout à l'heure, on vous a donné des indices, et des indices macroéconomiques qui parlent d'eux-mêmes, en termes d'inflation, en termes de croissance. C'est la preuve d'une bonne gouvernance, c'est la preuve qu'aujourd'hui, la Guinée est en train d'avancer. Je suis d'accord avec vous qu'il faut faire des efforts pour que ces avancées macroéconomiques, en termes de gouvernance, ruissellent au niveau des populations. C'est le principal défi qui se pose à nous pour les années qui suivent. Et là, il y a un véritable défi pour lequel on a besoin de la contribution des uns et des autres, mais surtout de politiques volontaristes qui sont en train d'être mises en œuvre avec des projets majeurs pour les jeunes et les femmes, et notamment dans le secteur de l'agriculture. Notre politique est très simple. Se servir du tremplin, du levier que constituent les ressources minières pour alimenter tous les autres secteurs d'infrastructure qui contribuent au développement, que ce soit les barrages, les routes, les ponts, et les établissements hospitaliers et scolaires. Merci. Ainsi s'achève ce Washington Forum. Merci à tous nos invités et à mes collègues de Washington et New York. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Raïssa Girondin en direct de la capitale américaine. Excellente suite de programme. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.